bonjour à toutes et tous, celles et ceux qui sont dans la salle et celles et ceux qui sont connectés. Donc, comme pour toute réunion avec une connexion Zoom, il faut que vous enleviez votre micro quand vous ne parlez pas. Et quand vous voulez prendre la parole, il faut qu'on décide. Soit vous vous inscrivez dans le chat, soit il y en a qui sont sur les téléphones, c'est compliqué et tout. Et dans ces cas-là, vous levez la main. Et puis, j'essaierai de rater personne pour les questions, etc. Les remarques, interventions. Et donc, peut-être pour présenter la réunion, Mariana, si tu peux le faire, c'est parfait. J'y vais. Donc, on y va? On y va, ça marche. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Dan, surtout. Bienvenue et merci d'être là ce soir. Donc, le réseau français de solidarité avec l'Ukraine, qui travaille avec le RESU, le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine, a profité de la présence de Dan Labotte à Paris pour organiser cette réunion à la fois en présentiel pour ceux qui sont à Paris et en visio pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, pour discuter avec Dan Labotte sur le sujet de la gauche aux États-Unis et le conflit en Ukraine. Alors Dan, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez, mais je vais le représenter. C'est un ancien syndicaliste, cofondateur des Teamsters for a Democratic Union, journaliste et auteur de différents ouvrages sur le mouvement syndical américain et sur l'Amérique latine. Il est membre du comité de rédaction de la revue new-yorkaise New Politics et il a participé à la campagne de Bernie Sanders. Il est également membre de DSA, Democratic Socialists of America. Il est très engagé aux États-Unis dans la solidarité avec la résistance ukrainienne et il participe aussi à notre travail en France dans la mesure où il participe aux brigades éditoriales de solidarité qui, vous le savez, tous les 15 jours ou tous les mois, publient des informations avec différentes revues françaises et des maisons d'édition dont Sileps, Contretemps, La Brèche, etc. Voilà, donc le but de cette soirée, c'est d'échanger, d'écouter Dan, tout d'abord, qui va nous expliquer un petit peu comment cette affaire de l'Ukraine percute la gauche, le débat de la gauche aux États-Unis. Ensuite, comme le rappelait Christian, vous posez des questions, soit de façon brève, en levant la main, on vous passe la parole, soit dans le chat et on les passe à Dan. Et à partir de 8 heures, nous allons prendre un quart d'heure ou 20 minutes pour les camarades membres du réseau français pour faire le point sur les campagnes en cours, et notamment la campagne pour la libération de Maxime Boutkevitch. Donc voilà, vous coupez vos micros, donc comme cela a été rappelé, et je donne la parole à Dan, en le remerciant beaucoup pour avoir pris le temps de passer ce moment avec nous cette soirée. Merci. Merci. Juste avant, il y a quelqu'un qui est connecté sous le nom de Admin, qui n'a pas coupé son son d'ailleurs, donc c'est bien de se renommer pour savoir de qui il s'agit et couper le son. Merci. Et je passe tout de suite la parole à Dan. Bonsoir à tout le monde ici dans la salle et aussi dans le monde de le Zoom. Je crois que nous, dans la gauche, dans la société, non seulement dans la gauche, mais la société entière, le peuple du monde, nous sommes en face de beaucoup de crises profondes, le réchauffement global, les pandémies et des autres, comme vous savez. Mais je crois que la question du moment qui est un défi pour le monde et qui divise la gauche, c'est la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et donc, je remercie le collectif français en solidarité avec l'Ukraine pour cette opportunité de parler avec vous sur cette question. Je crois que c'est important que in toutes les conversations sur l'Ukraine, nous devrions penser dans l'horreur de la guerre. L'horreur de la guerre. Nous avons 10 de mille de morts, des invalides, des déplacés, des émigrés de l'Ukraine, millions des émigrés. Et pour les morts de la Russie et des soldats de
pour les morts de l'Ukraine et aussi des soldats de la Russie, je crois que nous devrions avoir peut-être un moment de silence pour penser à ces personnes qui ont été mortes dans la guerre. Et donc, je vais faire une pause pour un moment pour les morts. Je voudrais commencer la discussion. Je vais parler sur l'Ukraine, la question de l'Ukraine dans les États-Unis. Depuis, je veux passer à la discussion de l'Ukraine dans la gauche en particulier. Et donc, je vais parler, je vais parler de l'activité sur la question ukrainienne dans les États-Unis, sur les thèmes de le débat dans les États-Unis et pour conclure de notre collaboration avec l'Ukraine. C'est une collaboration très modeste, mais je crois que c'est important. Il est important pour vous ici en Europe de reconnaître que pour les États-Unis, l'Ukraine est loin, très loin de nous. C'est géographiquement, c'est autre continent, c'est autre, sont 1000 kilomètres, et donc c'est pas la première chose dans la conscience américaine. Les États-Unis eux, des crises, comme vous savez, de l'insurrection et la tentative d'un coup d'État, de la pandémie de Covid et les problèmes qui sont venus avec la pandémie. Maintenant, nous avons une crise de l'inflation, de l'augmentation des prix qui préoccupe la population. Et donc, si nous parlons avec une Américaine dans la rue, pour elle ou pour il, c'est pas une préoccupation, c'est une chose très distante, très loin de la conscience de l'Américain en général. C'est pas dans la liste des choses importantes pour les électeurs qui vont voter en novembre dans les élections midterm, les élections dans la liste va apparaître pas l'Ukraine, va apparaître la question de prix de combustible, de le pétrole, va apparaître la question de l'augmentation de le prix de pour une maison, pour l'appartement, c'est-à-dire que la question de l'Ukraine va apparaître seulement en relation avec l'augmentation de le prix de pétrole dans la conscience des Américains en général. Au niveau de l'État, je crois que nous devrions avoir une idée du rôle de l'État. Le président Biden, le gouvernement de Biden, le Parti démocrate et la grande majorité de Parti républicain sont d'accord qu'il est nécessaire de soutenir l'Ukraine. C'est une question intéressante. Pourquoi les États-Unis voudraient soutenir l'Ukraine? Je crois, de mon point de vue, je crois que le centre de la politique étrangère des États-Unis, et je pense que pour tout le monde, maintenant et dans le futur, peut-être pour 10 ans, qui sait, va être le conflit avec la Chine. La Chine, c'est la question primordiale, la concurrence entre les États-Unis et la Chine, la concurrence économique. Je crois que ça, c'est la force motrice de la politique mondiale. Mais la Chine, pourquoi la Chine? Vous savez, la concurrence entre les États-Unis et la Chine. Mais qu'est-ce que la Chine a, comment elle est relationnée avec la Russie et l'Ukraine?
Pour gagner cette concurrence, Biden pense qu'il est nécessaire unifier l'Europe, fortifier les relations avec les États pétroliers. Vous savez qu'il a visité récemment Israël, Arabie Saoudite et les autres États arabes pétroliers. Et aussi, Biden pense qu'il est important de fortifier les relations avec l'Australie, avec le Japon, avec la Corée du Sud, c'est-à-dire que Biden voudrait, et surtout l'importance de fortifier les relations avec l'Europe, avec l'Union européenne et avec NATO. Parce que s'il va affronter la Chine, si les États-Unis vont avoir d'affronter la Chine, est nécessaire avoir toutes les alliances, tout en place. Et donc, je crois que pour les États-Unis, la Chine n'est pas un pays important. Je crois que vous savez, il n'est pas entre les 10 pays plus importants économiquement. Sur quel numéro est-il? Le 3e ou 4e pouvoir économique. La Russie n'est pas une compétition par les États-Unis. Mais il est important d'avoir l'unité de l'Europe pour affronter la Chine. Et en général, Biden et les démocrates et la majorité du Parti républicain ont l'appui des Américains. Les Américains, en général, c'est pas difficile de convaincre les Américains que l'ennemi est la Russie. Ils ont pour presque 100 années un conflit avec la Russie soviétique, la Russie post-soviétique. C'est facile dans les États-Unis vendre dans le marché des idées la notion que l'ennemi est la Russie. Et donc, il y a aussi, je devrais mentionner, il y a aussi un groupe de républicains de la droite qui nous sommes d'accord avec l'Ukraine. Ils sont des trumpistes qui sont d'accord avec Trump, que Poutine est un homme remarquable, c'est un leader fort, et donc ils appuient à la Russie. Ils sont un petit groupe des législateurs, des leaders du Parti républicain. Ce n'est pas très grand, très important, mais vaut la peine de noter. C'est la situation en général de l'Ukraine dans la conscience américaine, dans la politique américaine. Je voudrais passer à le second point, que c'est l'Ukraine dans la gauche. Qu'est-ce que le rôle de l'Ukraine dans la gauche américaine? En général, je crois que c'est la même situation que vous avez ici en Europe et en autre part de l'Amérique latine et des autres régions. Il y a des trois courants. Il y a un courant qui est pro-Russie, qui c'est, il soutient à Poutine, il soutient à Russie, il pense que la Russie a la droite d'intervenir en la Russie, d'attaquer, d'investir en l'Ukraine, parce que ils s'identifient complètement comme Poutine, ils s'identifient comme Poutine comme l'ennemi des États-Unis. L'ennemi de mon ennemi et mon ami. Vous savez la logique que c'est très commun. Et cette courant pro-Russie a des origines dans les groupes staliniens, ou les groupes staliniens ou campistes qui existent aujourd'hui. Et leur idée est basiquement, ils vont soutenir tous les États qui sont en contre des États-Unis. Et nous rencontrons, par exemple, que les campistes soutiennent à la Russie, l'Iran, la Chine, tous les États qui ont un problème avec les États-Unis.
le campisme, la logique est pour gagner contre les États-Unis, nous devrions être alliés de ces États. C'est le courant, c'est pas un courant grand parce que le gauche n'est pas assez grand dans les États-Unis, mais c'est un courant important dans la gauche. Je ne sais pas si c'est dominant ou non. Il y a des débats. La seconde courant dans la gauche des États-Unis sont les pacifistes. Et les pacifistes dans les États-Unis, le cours du mouvement anti-guerre pour décennies, ont été les groupes religieux, les Quakers, l'église des frères, the Church of the Brethren en anglais, et autres églises qui sont contre le militarisme, contre la guerre. Et ils ont été très, très importants. J'ai marché avec lui pour 50 ans dans tout le mouvement anti-guerre. Les pacifistes ont été contre la guerre en Vietnam, contre l'intervention de Reagan en Amérique centrale. Ils sont aussi contre toutes les autres guerres des États-Unis en Irak, etc. Et donc, ils sont un courant important, non seulement les religieux, mais aussi beaucoup de libéraux dans le sens américain, non dans le sens du libéralisme économique, mais c'est-à-dire les progressistes dans les États-Unis. Il y a aussi beaucoup de progressistes qui sont anti-guerre, anti-militaristes. Ces deux groupes ont une position différente que les campistes. Ils sont contre la guerre de la Russie en Ukraine. Ils voudraient voir que la Russie sorte de l'Ukraine. Ils sont aussi, ils reconnaissent tous les horreurs de la guerre, mais leur position est qu'il est important pour sauver les vies, pour sauver les vies de tous les soldats, de les deux côtés, pour sauver les populations civiles, il est nécessaire d'entrer immédiatement en la diplomatie, en les négociations avec la Russie. Il est nécessaire de terminer la guerre maintenant. Oh, c'est possible hier. Il ne voudrait pas aider à l'Ukraine. Il reconnaît que l'Ukraine est un pays, que l'Ukraine il y a un peuple ukrainien, mais pour sauver des vies, il est nécessaire la diplomatie immédiatement. Ils sont contre l'idée d'appuyer à l'Ukraine, de soutenir l'Ukraine. Ils ne voudraient pas voir plus d'armes à l'Ukraine. Ils sont contre. Les pacifistes généralement pensent que c'est l'industrie d'armement, que c'est la source de toutes les guerres, que ce sont les industrialistes des armements qui profitent de la guerre, qui sont responsables pour la guerre. Et donc, la logique est, si nous pouvons terminer avec l'industrie d'armes, nous pouvons terminer avec les guerres. Je crois que c'est un point de vue simpliste, mais c'est la position. Et il y a un troisième courant, je crois que c'est nous, c'est les socialistes qui ont une politique internationaliste, la troisième courant, et nous avons le point de vue de que l'Ukraine est un pays avec le droit, c'est un peuple, c'est un État, ils ont le droit d'organiser leur défense, d'acheter les armes ou de prendre les armes dont ils peuvent. Sont les trois courants. Je vais retourner un moment les idées de ces courants. Mais maintenant, je voudrais parler un peu de les activités. Qu'est-ce qui sont les activités qui ont passé dans les États-Unis autour de la question ukrainienne? La première est qu'au commencement de la guerre, en février, en mars
il y avait des manifestations des Ukrainiens américains dans les États-Unis. Il y a, j'imagine, quelques centaines de mille d'Ukrainiens immigrés à les États-Unis, spécialement dans certaines grandes villes comme Chicago, une grande population historique d'Ukrainiens pour 100 ans. Beaucoup ont arrivé depuis de la Seconde Guerre mondiale, autres dans le temps de la Première Guerre mondiale. Et donc, au commencement de la guerre, en février, les Ukrainiens américains ont organisé des manifestations. En New York, j'avais participé dans je crois qu'elle était la première manifestation dans les États-Unis. Je crois que j'étais la seule personne qui n'était pas ukrainienne américaine dans la manifestation. Il y avait plus de millions de personnes avec des posters ukrainiennes, avec des peintures de Poutine comme Hitler, demi Poutine, demi Hitler. Leur demande était que la Russie soit de partie de l'Ukraine. Je pouvais, quand tout ma corps, être dans la manifestation. Il n'y a pas un problème politique avec leur demande. Leur demande est simple. Nous voudrions avoir notre pays sans l'intervention, sans la guerre de la Russie. Il y a au principe peut-être quelques postes que nous voudrions voir l'assistance des États-Unis. Mais ça n'est pas une demande principale. Il était au centre de la manifestation. Ça va? OK. Ça a été la première manifestation, les premières manifestations contre la guerre en Ukraine. Il y avait des autres. J'avais participé depuis en San Diego, San Diego, Californie, dans la frontière mexicaine. J'avais participé aussi là dans une manifestation des Ukrainiens américains avec des pacifistes. Et en ce moment, il y avait toujours le débat entre les campistes et les pacifistes, etc. Il était en février, en mars, une manifestation commune contre la guerre. Les pacifistes aussi font des manifestations dans les États-Unis. J'habite à Brooklyn, New York. Et en Brooklyn, que c'est un des arrondissements de New York, c'est une énorme ville dans la ville, plus de 2 millions de personnes. Et il y a entre un des quartiers plus libéral, il y a un groupe de pacifistes qui, tous les fins de semaine, quand je vais à la marché au plein air, et ils sont là, et ils ont des feuillettes qui disent qu'il est important de terminer avec la guerre, et des feuillettes qui disent il ne fait pas de grandes manifestations. Ils ont fait quelques manifestations des décennies de personnes, peut-être une occasion de 100 personnes. Les pacifistes ne sont pas encore très visibles, ils se pendent avec grand poids, mais il fait des activités éducationnelles avec le foyer, il parle avec, et j'ai parlé avec lui. Et j'ai parlé avec lui et nous avons des conversations d'amitié, non? Nous pouvons pas, hein? Amicales. Merci pour le mot. Nous avons des conversations amicales. Je peux dire que je crois qu'il devrait soutenir l'Ukraine et dire, ouais, nous voudrions terminer la guerre. Et c'est une conversation rationnelle. Donc, je crois qu'il est important de chercher
manière de discuter avec le courant pacifiste leur idée, notre idée et position. Le courant internationaliste de laquelle je me considère militante, aussi, il est très débile, il est très maigre. Faible. Merci. Il est très faible. Il est très faible. Nous n'avons pas une base sociale importante. Nous n'avons pas une base sociale très significant dans les États-Unis. Il est difficile de distinguer la position, on peut dire, des Américains qui disent je soutiens l'Ukraine, je soutiens Biden et la guerre en Ukraine. Quand je parle avec une personne, nous les deux, nous soutenons l'Ukraine, mais il soutient Biden parce qu'il pense que Biden peut aider à gagner la victoire. Et notre courant n'est pas fort. Il y a aussi, mais il y a aussi dans les syndicats, quelques syndicats qui ont passé des résolutions pour soutenir l'Ukraine et qui ont envoyé de l'aide matérielle à l'Ukraine et qui ont une position avec l'Ukraine. Il n'est pas clair à moi si ces syndicats ont la position de la gauche, je veux dire, de la position internationaliste de soutenir l'Ukraine comme partie d'un mouvement ouvrier, ou c'est comme syndicaliste que généralement vont avec le Parti démocrate s'ils sont avec le Parti démocrate et Biden. C'est pas clair. Peut-être les leaders des syndicats, je suis sûr, sont avec Biden, mais de la base de le syndicat, qu'est-ce qu'ils pensent de cette question? Je crois que ça n'est pas clair. J'ai mentionné je crois qu'il est important d'avoir des débats avec les pacifistes et aussi avec, je crois que c'est presque impossible avec les campistes. Les campistes sont convaincus, ils ne voudraient pas réellement discuter la question et donc je crois que c'est très difficile. On devrait avoir les débats avec qui on peut, non, mais nous devrions débattre cette question avec les pacifistes et avec le public américain en général. Et quels sont les thèmes plus importants de ces débats? Numéro 1 est qui est responsable pour la guerre? Avec les pacifistes, nous avons la même position, nous les internationalistes. La Russie est responsable pour la guerre. Il y a, mais des autres personnes, pour les campistes, le responsable, c'est l'OTAN. C'est les États-Unis et l'OTAN qui ont provoqué la guerre. C'est possible que Poutine a déclenché la guerre, mais avec la provocation de l'OTAN. Mais je crois que c'est important d'engager la question de la responsabilité de la guerre et c'est très possible d'avoir la même position comme les pacifistes. Il y a aussi la question de l'existence du peuple et de l'État ukrainien, parce que vous savez, Poutine dit qu'il n'y a pas un peuple ukrainien, que l'État ukrainien réellement n'existe pas, qu'elle était une erreur de Lénine qui a pensé qu'il devrait avoir un État ukrainien. Et je crois que c'est très important. Nous avons, dans ces débats publiés, les essais, par exemple, de Kovalevsky, qui a écrit des choses excellentes sur l'histoire de l'Ukraine, l'existence de le peuple ukrainien, qui ont 1000 ans d'histoire, qui ont 100 ans de littérature, de culture, de tout un peuple. Il existe un peuple ukrainien. Nous aussi avons publié l'essai de Hannah Koda
jeune ukrainienne militante en Suisse, mais une ukrainienne. Et je crois qu'il est important de défendre l'idée que oui, il y a un peuple ukrainien et il y a un État ukrainien, il a le droit d'exister. La troisième question, c'est est-ce que l'État ukrainien est une démocratie? Les poutinistes, la Russie dit qu'il est un État fasciste, il est un État nazi, qu'il est un État complètement réactionnaire. C'est pas vrai. Nous avons de dire qu'il est un État, pour le dire en termes marxistes, un État bourgeois démocratique, non, un État bourgeois démocratique. Et comme tous les États bourgeois démocratiques, il a un parlement, il a des partis politiques, il a les droits civils ou civiques, mais comme tous les États, il a aussi les déformations typiques de tous les États bourgeois, c'est-à-dire oligarchie. Nous avons une oligarchie dans les États-Unis qui a un rôle fort dans notre politique. Et beaucoup de les autres États, parce que les bourgeois démocratiques, c'est-à-dire capitalistes démocratiques, et les capitalistes ont une tendance de former des oligarchies. Il y a autres déformations aussi. En Ukraine existe une ultra-droite. Il existe une extrême droite aussi dans l'Allemagne, en France, en Hongrie, il y a un gouvernement très réactionnaire, très à la droite. Et je crois qu'en Ukraine, il y a une démocratie. Est-ce qu'il est une démocratie? Elle était une démocratie parfaite avant la guerre? Non. Il y avait de temps en temps des répressions et d'expressions, mais il est important que nous défendions, je crois, l'idée que c'est un État démocratique. Maintenant, évidemment, dans la guerre, l'État a prendre des mesures qui sont antidémocratiques et nous devrions contre ces mesures. Mais historiquement, il était un État démocratique. Et autre question dans ces débats, c'est la question nazie. Je crois que les campistes exagèrent tremendement le rôle des nazis en Ukraine. Il est vrai qu'il y a des groupes complètement nazis, des groupes nazis qui sont armés, qui sont des miliciens nazis, mais les numéros ne sont énormes, ne sont grands. Leur parti politique maintenant n'est pas dans le Parlement. Les nazis ne sont pas une force importante dans l'Ukraine. Tout différent. Nous avons dans les États-Unis maintenant un groupe qui sont presque nazis avec des armes qui sont, nous avons, mais c'est pas très différent, je crois, que dans d'autres sociétés. Autre question, est-ce que nous avons de dire clairement à toute la gauche, à nos amis dans le mouvement pacifiste, à la société en général, qu'il existe aussi en Ukraine une gauche. Et c'est une gauche avec des syndicalistes, avec des socialistes, des féministes, avec un mouvement LGBTQ, des écologistes. Il existe une gauche dans l'Ukraine. Et nous avons le rôle de défendre la gauche et de collaborer avec la gauche ukrainienne. Et donc, ça, c'est les questions. Je crois que ce sont les questions principales de le débat. Et aussi, je crois que j'ai dit, obviamente, le rôle de l'OTAN.
parce que l'OTAN, c'est au centre de le débat. Est-ce que l'OTAN a provoqué la guerre? Est-ce que l'OTAN est un instrument de Biden et les États-Unis? Est-ce que l'OTAN, est-ce que Finlande et Suède devraient entrer dans l'OTAN? Beaucoup de ces questions, c'est compliqué. Je crois que la réponse n'est pas simple, mais il est nécessaire d'entrer dans la discussion sur l'OTAN et de dire que pour nous, l'OTAN n'est pas responsable pour la guerre. Il n'est pas complètement contrôlé par les États-Unis, mais les États-Unis ont le rôle principal. Et pour terminer cette question de les débats, dans notre activité a été principalement éducative. Nous avons organisé des panels, des discussions en vidéo avec des personnes qui sont expertes, qui ont des positions importantes sur l'Ukraine. Nous avons publié des articles, des feuillettes, toutes les activités normales, interviews, les journaux. Notre accent a été sur les voix des Ukrainiens même. Nous croyons que le plus important pour participer dans ce débat est que les Ukrainiens peuvent parler pour lui-même. Et il peut avoir la voix, par exemple, dans les débats que nous avons arrangés, vous avez lu les articles va reconnaître les noms de Denis Pilach, Oksana Duchak, André Dudin, Taras Bilis et des autres socialistes et activistes de gauche. Pour nous, c'est très important que ces femmes et ces hommes parlent à le monde parce qu'ils ont l'autorité que nous n'avons pas. Et il n'est pas la responsabilité de décider qui va passer avec la guerre est principalement leur décision. Et donc, je crois qu'ils devraient participer. Si, maintenant. Qu'est-ce que notre activité, par exemple, je suis un éditeur de New Politics. Qu'est-ce que nous faisons avec, qu'est-ce que la collaboration? C'est très modeste. Pour parler franchement, c'est très modeste. Mais nous avons une relation avec Social Network, que c'est le mouvement social, que c'est le groupe ukrainien socialiste avec lequel nous avons une relation. Nous avons aidé économiquement leur activité humanitaire. Nous avons aidé aussi leur travail politique et nous avons une collaboration économique et littéraire avec Commons, que c'est le journal de la gauche ukrainienne. Et aussi, nous commençons à participer en un consortium de journaux de divers pays autour de nos camarades en Ukraine pour établir un plus grand mégaphone pour parler à le monde. Comme j'ai dit au principe, je crois que l'Ukraine est la question principale, centrale pour la gauche et en ce moment. Et parce qu'elle touche toutes nos idées principales, l'idée de l'autodétermination nationale, l'importance de la démocratie et les droits civils, la lutte des classes, les droits des ouvriers, travailleurs, les syndicats, et les droits des LGBT, des mouvements écologiques. Et je crois que c'est très important pour nous, pour l'Ukraine, il est très important que l'Ukraine gagne la guerre. Et nous devrions, il est très important pour tout le monde qu'il gagne la guerre parce qu'il est une question d'autodétermination, de la défense de la démocratie, de l'opposition à l'autoritarisme et de Poutine. Et leur victoire va être une victoire non seulement pour l'Ukraine, mais pour tous les pays de l'Europe de l'Est, pour tous les ex-colonies de tout le monde, de tous les empires du monde, et va être une victoire pour nous de la gauche. Et donc, je crois qu'il est bon de terminer avec
quelques slogans pour nous, non? Que vive l'Ukraine, que vive Social-Noroc, que vive les travailleurs ukrainiens, que vive l'opposition démocratique et socialiste dans la Russie et que vive le socialisme. Merci beaucoup, Dan, pour cette introduction. Je crois qu'on s'est beaucoup retrouvé avec pas mal de choses communes dans les discussions qu'on a pu avoir et qu'on peut continuer à avoir dans le réseau. Et donc, sans plus attendre, s'il y a des questions, remarques, contributions, la parole est à la salle physique et virtuelle. Donc, alors, là, il y a une question tout de suite dans la salle. Je vais tourner le... Bonsoir à tous. Bon, la question principale dans la gauche aux États-Unis, c'est qu'est-ce qui se passe dans les DSA? Parce que ces dernières années, le mouvement social a eu une sorte de projection politique dans la renaissance de la gauche à travers les DSA, avec des dizaines de milliers de personnes qui se tournent vers la gauche, vers le socialisme, vers les réformes sociales et tout ça. Et patatras, l'opinion principale qui semble prédominer dans ce mouvement renaissant, c'est des idées campistes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ce malheur est arrivé et qu'est-ce qu'il explique et comment le défaire? Vas-y, pardon. Excusez-moi, d'habitude, je tape mon nom. Donc, c'est Olivier Delbecq qui demande d'appeler le soc. Voilà. Parle fort parce que là, j'ai pas mis l'ampli. Donc... Et juste en complément de la question c'est quelle est la position des clients sur le revue, comment tu la positionnes, les gens sur le revue, est-ce qu'ils sont passés du côté critique, et aussi de la revue Jacobin qui, on voit des articles qui sont un peu douteux. Et quels sont donc est-ce que tu pourrais dire quelles sont les organisations qui sont connues, que tu as classifiées comme staliniennes, et quels sont les groupes plus importants qui sont connus en Europe et qui sont classés dans les campistes. Et les revues qui... Ok, est-ce qu'il y a, pendant que j'ai l'ordinateur comme ça, non? Oui, allez-y. Un des arguments qui sont utilisés par les campistes, c'est qu'ils pensent que la Russie n'est pas un pays impérialiste. C'est un pays qui a le droit de faire du commerce, qui a le droit de se battre, d'exister, parce que le seul impérialisme qui finalement existe avec quelques dépendances européennes, c'est l'impérialisme américain. Y compris la Chine n'est pas un impérialisme. Que dans ce sens, ce sont des nations à qui il faut donner le droit de s'étendre, d'exister, de commercer. Est-ce que vous avez eu une discussion sur la nature ou non impérialiste de la politique russe? Alors, demande de questions dans la discussion Zoom, avant de repasser la parole à Dan. Alors, qu'est-ce qui n'était pas audible? La dernière intervention, plus que ça? Non, c'est Patricio, je pense qu'on a très mal entendu. D'accord. Patricio, si je peux résumer, il demandait de préciser quelles étaient les organisations un peu connues qui se retrouvaient parmi les campistes à gauche ou parmi les internationalistes, et quelle était la position pas évidente à comprendre forcément pour nous de Jacobin et de Monthly Review. Voilà. Alors, il y a Mariana et Fabien.
Vas-y, Mariana d'abord. Merci. Moi, je voulais poser Dan une question sur les organisations d'Amérique latine. Parce il les a rapidement citées quand il a parlé des positions campistes. Donc, est-ce que vous avez des relations et avec lesquelles? Alors, c'est vrai que nous, d'ici, les seuls parmi lesquels on a pu voir des positions avec lesquelles on puisse discuter, il y a les Chiliens, donc le président chilien lui-même, Boric, les zapatistes, qui avaient fait des communiqués qui étaient relativement clairs au départ. Il y a eu l'opposition nicaraguayenne, l'articulation des mouvements sociaux, dans ce qui pèse. Ils avaient fait des communiqués assez clairs. Mais c'est vrai que sinon, on a du mal. Après, il y a tout un courant autour de la LIT en Argentine, qui a aussi des positions correctes. Mais avec qui arrivez-vous à travailler sur cette question-là et quel type de débat vous pouvez avoir avec eux? Merci. Oui, et Fabien. Oui. Et après, on passera la parole à vous. Je crois qu'il est important totalement de causer de l'Ukraine, surtout en se disant internationaliste. Bon, je crois que ce qu'il faut vraiment mettre en avant dans toutes les discussions qu'on a avec les gens, c'est pas, comme le disent les campistes surtout, une guerre impérialiste, mais c'est de la part de l'Ukraine, bon, c'est un peuple en armes et c'est assez rare. C'est une résistance populaire que l'on n'a pas vue, je crois, depuis de très longues années. C'est ça qui fait vraiment important. Et là, bon, je vois pas les têtes à l'intérieur. J'en ai vu deux ou trois. Je vois les têtes ici. Comme on dit, nous sommes tous chenus, bien cheveux blancs et tout. Et alors que l'Ukraine, bon, le peu que l'on sait sur eux, sur Social Media ou que n'importe quoi, ce sont des jeunes gars, des jeunes gamins qui, il y a très peu de temps, étaient intéressés, mais ne faisaient pas trop de politique, et qui se sont pris dans le tourbillon et qui sont en train de, sans jeu de mots, de faire leurs armes et d'apprendre très très vite. Ne serait-ce que pour ça, je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et mettre en avant aussi le fait que dans cette lutte, bon, ben, ils arrivent à s'affronter ou à avoir des positions de classe contre Zelensky pour les droits ouvriers et tout. Donc, je crois quand même que c'est quelque chose qui, à la limite, ressemblerait le plus à l'Espagne, avec, bon, la guerre d'abord ou la révolution ou les droits sociaux. Je crois que c'est quelque chose d'hyper important. Dan parlait des pacifistes. Nous, en France, je ne crois pas qu'on ait beaucoup, disons, de pacifistes, où ce que l'on a, ce sont des pacifistes honteux, qui sont, je pense surtout au mouvement pour la paix, par exemple, qui sont pacifistes en disant la paix, la paix, la paix, parce qu'ils n'osent pas être directement, ne pas affirmer, oui, quand même, l'OTAN, il exagère et tout. Donc, de ce point de vue, moi, ce qui me fait mal au cœur en France, c'est la capitulation, la dégénérescence qu'il y a eu de la part de l'extrême gauche, qui n'est pas de l'extrême gauche, qui se retrouve allié avec des partis, des positions incroyables. Bon, la palme revient à LO, le POI, le POD, n'en parlons pas aussi. Bon, c'est affolant qu'avec une culture politique, on puisse sortir de telles âneries qui vont au contraire de l'ADN de tout militant internationaliste. Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Par contre, si quelqu'un avait aussi bon, au point de vue développement campiste, c'est vrai que l'Amérique du Sud a un poids là-dedans. Je crois qu'il faut le mettre sur le compte de l'anti-américanisme, de l'interventionnisme des États-Unis dans les politiques, dans le soutien des dictateurs d'Amérique du Sud dans les années 70-80. Mais nous, en France, par exemple, je n'arrive pas à comprendre. C'est aussi un mouvement quasi majoritaire, pas quasi majoritaire, mais dans les syndicats et dans les organisations politiques, que ce soit en Italie, un peu moins en Espagne, mais en Italie, on a des positions campistes qui sont aussi affolantes.
Mais je crois que ce qui est important de dire, c'est ce côté, non pas enthousiasmant, mais cette jeunesse, cette activité de tout un peuple, bon, c'est quelque chose de nouveau dans le paysage politique international. Voilà. Merci. Alors, on va repasser la parole à Dan. Alors, Marie-Vonne, parce que là, s'il y a des gens qui redemandent, est-ce qu'on te donne tout de suite la parole si c'est court? Sinon, on sera une deuxième série de questions, parce que sinon, Dan va avoir trop de questions. Je ne sais pas si ce sera plus dur de répondre, quoi. C'est très court, c'est un petit complément. J'ai entendu tout à l'heure que le mouvement pacifiste semblait être important, alors que le mouvement campiste était faible, débile, hein, comme vous aviez dit, et que le mouvement pacifiste est très important. Et est-ce qu'aux États-Unis, on peut vraiment fonder énormément d'espoir sur l'association avec ce mouvement pacifiste qui semble progressiste et ça semble être une spécificité, ce pacifisme progressiste, parce que moi, j'ai l'occasion de temps en temps de voir des pacifistes italiens qui ne sont pas du tout progressistes, par exemple. Voilà, c'est ma question. OK. Eh bien, on repasse la parole à Dan Labotz. Je vais commencer avec la question de pourquoi la gauche américaine, et spécialement le DSA, le Democratic Socialists of America, pourquoi est-il campiste? Je crois qu'il est important de penser à l'année 2014 ou 2015, quand Bernie Sanders avait commencé sa campagne pour la présidence des États-Unis. Bernie Sanders, sa campagne était presque complètement sur les questions domestiques, sur la nécessité de la santé, de l'éducation, de toutes les questions sociales. Et pas il n'était pas une campagne sur les questions internationales. Et comme vous savez, je pense, il était Bernie Sanders qui a causé la croissance de DSA. Parce qu'il a dit, je suis socialiste, democratic socialist. Je suis un democratic socialist, un socialiste démocrate. Et on peut aller à l'ordinateur et chercher socialiste démocrate et rencontrer Democratic Socialists of America. Et donc, mais sa campagne à laquelle avaient participé 10 ou 100 des 1000 jeunes activistes n'avait pas presque rien à dire sur les questions étrangères, sur la question de la diplomatie, de les relations internationales. Et en part parce que ses positions n'étaient pas exactement bonnes. Il avait appuyé l'Israël, il avait voté pour armement pour la guerre en Irak. Et donc, il avait préféré, et les militants de DSA préféraient pas discuter les questions internationales. Second, il existe dans la gauche dès les États-Unis des courants historiques qui viennent de le Parti communiste, staliniste, et de les groupes maoïstes, parce que la France et les États-Unis a quelque chose en commun, que c'est que les maoïstes étaient très forts dans les années 70. Et ces idées, les petits groupes existaient, quelques militants existaient et avons été sinon dans le centre, mais dans la masse de la DSA. Les leaders de la DSA sont presque tous moins de 35 ans. C'est-à-dire, il n'y a pas de vieux militants entre les leaders de DSA. Mais ils ont une influence. Les courants staliniens, maoïstes ont une influence en DSA et dans le mouvement en général. Et en général, je crois que
les mouvements les mouvements noirs des États-Unis, les mouvements mexicains-américains ou les latino-américains ont été plus inclinés à la Union soviétique, à la Chine, à Cuba et à autres sociétés ou des organisations, les partis communistes. Et donc, je crois que la raison principale pour moi, c'est que la grande majorité des militants de DSCA n'ont pas une expérience de penser, de parler, de débattre les questions internationales. Et donc un petit groupe de personnes qui sont très committed, très engagés, investis dans les questions internationales ont un poids dans le groupe. L'autre chose est que le DSCA est un groupe principalement orienté à les élections, à le Parti démocrate. Les militants de DSCA en différentes régions, États, villes, participent dans les mouvements sociaux et dans les manifestations, etc. Et ça n'est pas le centre de le groupe. Le centre de le groupe sont les élections. Et on le débat, par exemple, pour être une législature de l'État de New York ou de Texas, l'Ukraine n'est pas une question importante. Les peuples américains ne sont pas intéressés dans les questions. Et donc, les personnes qui principalement voudraient être élues à le Parlement ne vont pas parler de l'Ukraine. Je crois que c'est ma explanation pour la situation de l'eucampisme. Monthly Review, historiquement, vient des personnes qui étaient plus inclinées, je crois, à la gauche traditionnelle de l'Union soviétique, ex-communiste, ex-trotskiste, qui est en opposition plus sympathique à les partis communistes, etc. Ça ne me surprise, leur position. C'est particulièrement mal, mais et Jacobin a changé récemment. Je ne sais pas si Jacobin, je connais l'équipe de Jacobin, Bhaskar Sunkara, je connais Bhaskar Sunkara. Il a une position populaire frontiste. Il pense que le Front populaire du Parti communiste, spécialement en Italie, mais en général, était bon. Il est nécessaire d'avoir politique de Front populaire. Et donc, c'est le modèle. Et je crois qu'il n'est... Et Marketic, qui est un de ces écrivains de Jacobin, qui a écrit la majorité des articles sur l'Ukraine, je crois, est une personne qui voudrait pas critiquer l'Union soviétique. C'est pas exactement campiste, ils ne sont pas campistes. Et récemment, ils ont publié quelques articles, je crois, de Taras Billis et des autres. C'est bon que la Jacobine a commencé à avoir un débat dans la page de le journal, idée qui peut influencer l'idée d'avoir un débat plus général dans la société. Sur la question de est-il impérialiste la Russie ou est-il impérialiste la Chine, nous avons beaucoup des articles sur ces questions qui viennent de beaucoup de la gauche, je dirais, le socialisme d'en bas. Je me considère personne qui croit dans le socialisme d'en bas, qui vient d'en bas et non d'en haut. Et
il y a beaucoup d'articles de notre point de vue, mais aussi beaucoup d'articles de point de vue, spécialement les personnes qui pensent que la Chine n'est pas impérialiste. Et aussi les autres qui disent que la Russie n'est pas impérialiste, le problème est OTAN. Je crois que c'est complètement... si on connaît l'histoire de l'Ukraine, l'Ukraine était... la Russie, si on connaît l'histoire de la Russie était un pays impérialiste par les Tsars et par l'Union soviétique et aujourd'hui comme Russie autrefois. C'est-à-dire, les Tsars avaient conquis beaucoup de l'Europe de l'Est. L'Union soviétique, depuis la Seconde Guerre mondiale, avait imposé sur les pays de l'Est de l'Europe des régimes presque la même que le stalinisme russien. Et donc, je crois que pour moi, et aussi si on connaît la biographie de Poutine, Poutine dit qu'il voudrait avoir un empire basé sur l'ancienne Russie, basé sur l'Église orthodoxe. Il a une conception de construire de nouveau une grande Russie, un pays très fort qui peut être un pouvoir, un des grands pouvoirs du monde. Et donc, mais il y a beaucoup des articles, mais ils sont comme du vapeur qui passe dans la mer dans la nuit, il n'y a pas de discussion. On va là, on va à l'autre. Il n'y a pas de discussion entre ce débat et il y a peu de débats sur cette question, beaucoup d'informations. Par exemple, dans notre journal New Politics, qui est NEWPOL.com, il y a des articles pour Richard Smith, qui a écrit une série d'articles sur la Chine comme pouvoir impérialiste. Smith croit que la Chine est un État hybride entre le communisme bureaucratique, ou le collectivisme bureaucratique et le capitalisme, et qu'il n'est pas exactement un pays capitaliste. La Russie est clairement un pays capitaliste avec quelques personnes ont dit qu'elle était une station de pétrole avec une armée, et c'est la définition de la Russie. Mais c'est un pouvoir avec le pétrole et le gaz, un parti capitaliste. Sur la question de Marianne, je crois que Marianne sait mieux que moi le point de vue sur les groupes États, partis latino-américains sur la question et peut-être elle peut dire plus parce que je crois, Marianne, que tu es mieux informé que moi sur cette question. Et, moi, ce que je voulais te demander, Dan, c'est si vous avez, vous, des rapports en tant qu'organisation avec des courants en Amérique latine avec lesquels vous pouvez débattre sur cette question-là. C'était ça plutôt ma question, parce qu'effectivement, je connais à peu près... Pardon. Oui, je disais que je connais à peu près les positions des uns et des autres, mais ma question, c'est est-ce que vous, c'est-à-dire le courant que tu représentes par rapport à la guerre de l'Ukraine, le courant internationaliste, socialiste, a des rapports avec certaines organisations en Amérique latine pour échanger, pour débattre, pour essayer de les faire avancer là-dessus? Est-ce que vous arrivez à discuter avec eux? Je crois que le réseau européen d'appui à l'Ukraine a établi des relations avec quelques des groupes latino-américains. Et je crois que maintenant, il est le groupe qui pouvait développer ces relations et nous pouvons profiter de leur activité. Parce que nous, dans les États-Unis, dans notre organisation, nous n'avons pas très forte connexion avec ces groupes.
Oh, Il en manque, vas-y. je vois que j'ai oublié quelque chose. Toi, dit que tu voudrais savoir les noms des groupes staliniens ou campistes dans les États-Unis. Un est le groupe qui s'appelle Workers' World Party. Workers' World Party, le parti de los trabajadores del mundo. Ese es un parti, il était un parti trotskiste dans les années 40 et 50. Le leader Marcy avait décidé de soutenir l'invasion de la Russie en Hongrie et ils ont changé en groupe staliniste pour moi. Les stalinistes, ils existent, ils ont la position campiste. Autre que c'est une escission de la même groupe qui s'appelle le Parti de le socialisme et la liberté, qui n'a rien à voir avec Pessoa de Brasil, c'est une coïncidence. Mais il est un groupe qui à ce moment croisant et qui a grandi, il a une certaine influence, il est à la margine de DSA et il est un groupe campiste, il a des activités. J'ai un ami en San Diego qui me parle de l'activité de ce groupe, qu'il est à toutes les manifestations avec la littérature, il a des militants jeunes, des militants noirs, latino-américains. Donc, il est un groupe campiste important dans cette question. Mais peut-être un groupe de quelques centaines de personnes. Merci. D'autres seconde série de questions, précisions demandées, etc. Catherine, je te donne la parole. Oui, c'est pour prolonger d'abord sur DSA. Est-ce que tu peux expliquer ta propre situation à l'intérieur de DSA et la situation des courants critiques du campisme à l'intérieur de DSA? Est-ce qu'il y a un pôle qui existe, une forme d'organisation, de regroupement? Est-ce que tu es isolé, pas isolé? Enfin, comment ça évolue? Est-ce qu'il y a une évolution récente? Deuxième remarque et question concernant Jacobin, il y a eu récemment un article qui a été publié par Jacobin, qui était un article de Gilbert Achcar, qui avait ceci d'intéressant par rapport au débat compliqué aux États-Unis, qu'il critiquait de façon frontale et explicite le caractère gigantesque du budget militaire des États-Unis. Et cette critique n'était pas contradictoire, et c'est ça le problème, enfin pas le problème, c'est ça le point important du positionnement. Cette critique du budget américain, et donc derrière ça, d'ailleurs, ça rejoint les critiques pacifistes, les intérêts matériels, financiers colossaux des industries de l'armement, qui ont trouvé dans la guerre en Ukraine un moyen de relancer, après la défaite en Afghanistan, une raison d'être de leur industrie. Donc le fait de critiquer ça n'était pas contradictoire avec l'exigence d'aider militairement la résistance ukrainienne contre une guerre d'agression russe. C'est la combinaison de ces deux éléments qui est difficile. Mais si on ne fait qu'un élément, c'est-à-dire on demande l'aide militaire venant des États-Unis en particulier, mais sans critiquer à quoi sert l'ensemble du budget, on perd la moitié de notre raison d'être critique. Donc, je trouve que ce qui était bien dans l'article de Gilbert Achcar, c'est qu'il combinait les deux. Et c'est ma question, c'est est-ce que le moyen de dépasser une situation effectivement contradictoire pour les internationalistes aux États-Unis et ailleurs, qui est une situation difficile, où à la fois nous sommes contre
l'augmentation militariste des budgets et de la consolidation de l'OTAN, mais en même temps, nous voulons qu'il y ait une aide concrète, et y compris donc armée, à la défense ukrainienne. Est-ce que la façon de dépasser ou de clarifier cette contradiction n'est pas la formulation d'un contrôle par en bas, d'un contrôle citoyen, d'un contrôle démocratique sur les budgets des pays? À quoi ils servent? À quoi ils servent? Et en particulier, donc, pour reprendre la sensibilité que tu évoquais au début, qui est normale, qui est non seulement normale, mais qui est universelle sur les questions sociales, de montrer qu'il est possible d'avoir une analyse critique de la politique sociale menée aux États-Unis, de l'utilisation du budget, et en même temps d'avoir une exigence politique. Et en France, on devrait avoir ça, parce que quand la France a été impliquée dans la guerre décidée par les États-Unis de l'OTAN sur la question du Kosovo, il n'y a jamais eu un quelconque débat parlementaire, jamais eu un quelconque contrôle parlementaire sur à quoi sert l'industrie d'armement française. Bon. Donc, on devrait avoir, nous, en France, évidemment, une analyse critique de la politique de la France-Afrique, une analyse critique des dépenses militaires qui servent à un impérialisme et un colonialisme français, tout en étant de façon tout à fait explicite pour aider l'Ukraine. Et pour ça, il faut aller dans le débat à quoi servent les armes, qu'est-ce qu'on produit et à qui on les délivre. Et ce n'est pas la même chose de les délivrer en Ukraine ou ailleurs. Donc voilà, est-ce que ce débat-là, vous essayez de l'avoir de façon un petit peu plus concrète? Alors, il y a Patrick et Roby qui se sont inscrits sur le Zoom. Donc, Patrick, d'abord, vas-y. Oui, moi, ce serait une demande de précision sur les positions des écologistes, des Verts américains sur la guerre en Ukraine, dans la mesure où en France, globalement, les Verts sont pour le soutien à l'Ukraine, mais sur une position plutôt, relativement pro-OTAN, je dirais. Donc, je voudrais savoir un peu ça, même si le mouvement vert est assez éclaté, si je comprends bien, aux États-Unis. Et puis, deuxième question qui n'est pas la même, enfin, là où c'est lié, c'est aussi une question écologiste, c'est quel est en ce moment le débat sur la crise de l'énergie entraînée par la guerre en Ukraine, quoi, parce qu'on voit Biden qui va, comme Macron, faire des babouches au roi d'Arabie Saoudite, au prince Salman, etc. Et donc, quel est en ce moment le débat autour de ça, y compris de gens comme AOC, quoi, hein, voilà. Puisque c'est quand même assez lié au débat sur le Green Deal et tout ça, quoi. Okay. Ocasio-Cortez. Roby, c'est à toi. Merci, Patrick. Oui, je reviens sur les questions des budgets militaires parce que pour rajouter à ce que dit Catherine, l'histoire de contrôle, et puis c'est aussi la mauvaise foi de ceux qui disent que c'est l'armement pour l'Ukraine qui est la cause de l'augmentation des budgets. Bon, c'est pas les mêmes budgets d'avoir des armements de défense qui sont nécessaires pour les Ukrainiens que le budget d'armes nucléaires ou de porte-avions, etc. Et je crois, de mémoire, mais je crois que c'était l'un des deux, Patrick Zilberstein ou le Tréonda, qui avait parlé lors d'une réunion d'un débat même au sein de l'état-major américain sur la guerre en Ukraine et quel type peut-être réfléchir à un autre type d'armes, même qui coûterait moins cher. Mais je pense que c'est important effectivement de déconnecter, ce n'est pas le soutien
militaire à l'Ukraine qui est la cause de l'augmentation des budgets militaires, parce que ce n'est pas du tout, même si l'occasion fait le larron, comme on dit en français. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Merci. Alors, Il y avait la question des militaires, dont le ressort est secondairement en Ukraine. Ça augmente parce que les tensions internationales montent, que les Américains préparent un éventuel conflit avec la Chine, etc. Bon. Il y a une question, à mon avis, dont il faudrait également parler, parce que uniquement sur la question militaire, c'est la question de la dette ukrainienne. Parce qu'une bonne partie de l'argent qui va en Ukraine va sous forme de prêt, avec des contreparties, en termes de libéralisation de l'économie et d'adoption. Il y a même une ambiguïté, bon, il y a un petit peu récent qui est sorti là-dessus, sur la question de la lutte contre la corruption en Ukraine, qui est une chose très bien, mais qui ne doit pas servir à démontrer ce qui reste de l'industrie ukrainienne, etc. Donc, la question de la dette est, à mon avis, tout à fait importante. Je crois qu'il, dans le cadre de la solidarité, il est important de la poser. Et de la poser, pardon. Et de toute façon, sur la question ukrainienne, on est un peu mal à l'aise, parce que d'un côté, c'est bien que l'Union européenne s'ouvre à l'Ukraine, et d'un autre côté, ils vont, au nom du rapprochement, imposer toute une série de politiques libérales en Ukraine. Bon. Et deuxième point sur lequel je vais insister, bon, guerre, bon, telle qu'elle est faite là-bas, c'est-à-dire, c'est largement une guerre classique. C'est-à-dire, il ne faut pas trop se raconter d'histoire sur les brigades anarchistes, etc. C'est vrai que ça existe, mais là, c'est une guerre faite par des militaires. Deuxième point qui pose problème, c'est que, et qui revient à ce que je disais avant sur la dette, c'est la politique néolibérale de Zelensky, qui est en train de démontrer le droit du travail en Ukraine. Et de ce point de vue-là, on n'est pas bien, parce que il y a un vrai problème. Bon, nous, on soutient l'Ukraine, on est pour que l'Ukraine reçoive des armes, mais il ne faut pas peindre en rose, à mon avis, la situation ukrainienne. Dernier point, en France aussi, même si le seul point qui nous différencie des États-Unis, c'est que l'Ukraine est proche et que le conflit a un impact direct sur l'Europe à travers l'énergie, alors que les États-Unis sont autonomes en matière énergétique. Mais par contre, si on regarde les forces politiques, c'est à peu près la même chose. Les gens qui vont aux élections n'ont pas fait campagne sur l'Ukraine. Voire même, bon, au départ, sur l'élection, on pouvait se demander si le peuple ukrainien existait. S'il existait, c'était les intérêts de la France. Ils ont un peu bougé, tant mieux, etc. Lorsque les gens parlent de l'Ukraine, au niveau des grandes forces politiques, c'est surtout que ça ne retombe pas sur le peuple français. Donc, il n'y a pas de vrai courant, je crois, campiste, pro-russe en dehors de l'extrême droite en France. Il y a un courant campiste pro-américain, qui est pro-ukrainien, qui est côté des Verts, comme disait Patrick, voire de certains éléments du Parti socialiste. Bon, c'est continuer contre les Russes parce qu'on est pour le temps, voilà. Mais pour l'essentiel des grandes forces politiques, l'Ukraine est loin, et surtout que ça reste loin. Je crois qu'il n'y a plus d'autres demandes d'intervention. Bon, moi je voulais juste rajouter, j'avais les mêmes questions que Patrick Farbiaz sur la question écologique là-dedans, parce qu'y compris, enfin, il y a un truc qui est très net, c'est qu'à la fin du Covid,
On se disait que la question de la crise climatique allait revenir, en particulier dans la jeunesse, en plein, et que ce qu'a réussi à faire Poutine quand même, c'est à ce que de nouveau cette question écologique recule de nouveau. Donc voilà, mais avec les contradictions qu'en même temps la crise énergétique repose ces questions. Et ma deuxième petite question, c'était, on a parlé des courants de la gauche et tout. Bon, en France, parmi la gauche et l'extrême gauche, il y a toujours la référence aux États-Unis de Chomsky comme une grande voix, une grande conscience sur les questions internationales. Et donc, on a l'impression, là, il semble que sur la question ukrainienne, il est tombé du mauvais côté sur ses positions. Mais peut-être que c'est une vision trop simple. Voilà, donc moi, c'était oui, pacifiste, ou en tout cas essentiellement contre la puissance américaine et relativisant du coup le côté néfaste de ce que fait Poutine, mais peut-être que je me trompe. Bon, bah Dan, tu peux, s'il n'y a pas d'autres questions là, et comme l'heure avance, essayer de reprendre toutes ces questions-là et on arrêtera après. Je vais aller les dernières à la première. Chomsky, la position de Chomsky, il a dit, si on écoute très proche, il dit qu'il aussi est en contre de l'invasion de la Russie. Il dit que l'Ukraine a le droit de procurer les armes dont il peut. Sa position n'est pas une position campiste. Je crois qu'il a incliné peut-être à la position pacifiste, mais je voudrais qu'il dirait que c'est exactement comme en Vietnam, quand il avait protesté contre la guerre en Vietnam, qu'exactement comme Vietnam, un pouvoir impérialiste contre une colonie, et donc nous devrions appuyer à l'Ukraine comme nous avons appuyé à Vietnam. Mais ça, c'est moi, non Chomsky. Je ne suis pas un Chomsky. Mais je crois que oui, il était un grand esprit, il est plus qu'un intellectuel très, très important. J'ai parlé avec ma femme dans les vacances de la question des intellectuels qui ont comment c'est de renommée, comment dit-on, renommée dans la société. Il était presque le seul qu'on pense avec cette rôle d'un grand intellectuel qui a grande autorité. Il y a quelques autres, mais il est le principal. Sur la question de AOC, je crois qu'AOC vote pour le budget militaire, qui est le budget pour les armes pour l'Ukraine. Et donc, je n'ai pas écouté rien d'elle sur la question ukrainienne. Peut-être de vous savez si elle a dit quelque chose. Et tout le squad, on parle de les 5 militants de l'escouade qui sont de la gauche de la Parti démocrate. Je crois que seulement comment dit-on ça, non? Peut-être la femme musulmane qui est de Michigan, j'ai oublié le nom, qu'elle a commenté, mais elle a commenté principalement sur la question de Biden et l'Arabie Saoudite et relations avec Israël. Je crois qu'elle aussi a une position très importante ou claire sur la question. Le Parti vert, si nous parlons de les verts, si vous parlez de la Parti vert, un jour, j'ouvre l'ordinateur, j'ouvre les courriels et j'ai reçu de Jill Stein, l'ex-candidat pour la présidence des États-Unis de la Parti vert, un appel pour contribution financière et dit que
moi, je suis à ce moment en Russie, dont je parle avec des personnes très intéressantes pour démontrer sa internationalisme ou sa tolérance. Et elle était dans la maison avec Poutine et avec Flynn, le général, qui était une des aides principales à Biden et une des aussi organisateurs de l'insurrection de Trump. Pardon, merci chérie. De Trump, si. Il est une des aides principales à Trump. Et elle est Jill Biden, comme Poutine, comme Flynn, le Trumpiste, et il dit avec ces personnes très intéressantes, avec un appel pour contribution. Et sous candidate par la vice-présidence, elle est une staliniste campiste complète. Et donc, le Parti vert n'est pas pour moi un parti pour traiter avec cette question. Il y a dans le Parti vert des personnes que je suis sûr qu'elles sont pacifistes ou qui partagent avec nous notre position internationaliste, mais le Parti vert, les leaders de la Parti vert, non. Sur la question, je suis complètement d'accord avec l'intervention de Catherine Samari sur l'article de Ashkar sur le budget militaire. Je crois que oui, c'est vrai que nous devrions faire une analyse de le budget et une critique de l'énorme partie de le budget qui va à le militaire. Et c'est très important. Mais je voudrais dire que si on parle de le budget militaire dans les États-Unis, qui va être la réaction de la société en général et des syndicats et des travailleurs? Dans les États-Unis, parce que le budget militaire est énorme, les compagnies qui fabriquent les munitions, les armements sont énormes et ils ont des sont des milles de travail qui sont entre les meilleurs payés de le pays. Et donc, si on parle de coûter le budget militaire, on va avoir immédiatement la résistance des syndicats les plus importants, les plus avec le grand poids dans le mouvement ouvrier, tel comme United Auto Workers, les travailleurs des voitures qui fabriquent les voitures, the International Association of Machinists, sont les machinistes et des autres syndicats. Et par exemple, quand Bernie Sanders était candidat, ou était maire de Birmingham, the biggest, Burlington. Bernie Sanders was the mayor of Burlington, merci. J'avais oublié le nom de la ville. Merci, camarade. Quand il était maire de Burlington, il y avait, ou peut-être quand il était congressiste, il était une grève dans une fabrique. Et il y avait une proteste, une manifestation pour part de les pacifistes de la gauche. Parce qu'il était une fabrique militaire. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que est-ce qu'on va être en contre des syndicats, les travailleurs, leur domaine, ou est-ce qu'on va être avec le mouvement pacifiste? Et je crois que Bernie Sanders, qui peut être très diplomatique, il a rencontré la manière d'appuyer le syndicat et en même temps de calmer les pacifistes. Mais je crois que c'est important que si nous avons débattu ces questions, j'ai agrandi en San Diego, Californie, que j'ai mentionné juste 3 fois ici, mais c'est une énorme base navale des États-Unis avec beaucoup, et aussi des avions, la production des avions. Et si on va à San Diego, nous allons coûter le budget militaire
on va avoir des voix de proteste pour les travailleurs, non? Je crois qu'il est nécessaire de faire les arguments. Catherine a raison. Il est nécessaire d'analyser le budget et dire que nous devrions avoir plus l'argent pour l'éducation, pour la santé, pour toutes les nécessités de le peuple. Mais je voudrais dire qu'est-ce que va être le débat réel. De la question au-dedans de DSCA, il y a des débats. Il n'y a pas de grand débat. DSCA n'a pas réellement la capacité d'organiser des débats politiques seulement dans la convention, et parce qu'il est seulement dans la convention, les militants viennent mal préparés parce qu'ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas débattu toutes ces choses pour 1 an ou 2 ans dans leur local, dans leur région, dans leur État. Il n'y a pas une capacité d'avoir des débats. Mais il existe maintenant peut-être 5 ou 10 différentes caucuses. Dit-on caucus? Caucus au-dedans de DSCA. Quelqu'un en politique, on avait des politiques campistes, mais il y a quelqu'un, par exemple, Bread and Roses, pain et rose. Le nom vient d'une fameuse chanson, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, nous le pouvons chanter au fin de l'Orient, comme un groupe socialiste. Mais Bread and Roses est un caucus avec un bon politique sur la question. Ils défendent l'Ukraine, le droit d'avoir des armes, etc. Il y a beaucoup d'ex-militants de Solidarité, un groupe qui est observateur de la 4e internationale. Je suis militant aussi de Solidarité. Et nos militants ont entré en DSCA. Quelques de lui ont terminé la relation de Solidarité seulement parce qu'ils voudraient être dans un groupe plus grand. Et donc, Bread and Roses est en bonne position, mais il ne lutte pas pour la position parce que il va faire la différence claire, mais il ne va pas lutter parce que pour lui, les questions principales sont l'élection, la participation dans le Parti démocrate et aussi la question d'organiser dans les syndicats. Et dans les syndicats, les questions, et j'imagine que vous savez, les syndicalistes ici, que les questions des syndicats, fréquemment, sont les questions plus immédiates, la question de la salaire, la question des heures de travail, etc. Vous avez ici en France une tradition différente, plus politique et plus internationaliste que nous, mais je crois que Bread and Roses a une bonne position. Il y a aussi 3 ou 4 petits groupes d'origine trotskiste qui viennent de l'International Socialist Organization, qui était un groupe de la gauche important, qui avait souffert une explosion, a disparu, qui ont de bonnes positions, mais il n'y a pas de poids, il n'y a pas de grande influence, et les petits groupes dans le DSCA. Il est bon qu'il existe, il y a des différentes positions. Et je crois que je n'ai pas compris la question de les camarades dont il y avait beaucoup de bruit dans je ne sais pas clair si tout peut se faire. De la loi. Oh oui, oui, je crois que ça c'est très important. Donc, je sais que nos camarades en Social Network et qui écrit pour Commons et que nous sommes, nous savons qu'il y a cette loi, et je crois que la loi a été publiée, la pétition contre la loi a été publiée dans le website
de le réseau européen et vous pouvez voir la pétition. Il est bon de circuler la pétition, de recruter des signatures pour la pétition. Et il est important de dire que nos camarades ukrainiens luttent non seulement contre Poutine, mais contre leur propre gouvernement néolibéral, qu'ils reconnaissent que Zelensky est un néolibéral, que cette loi assez oppressive va affecter à la classe ouvrière. Je crois que c'est la fin de la liste des questions. Ou des commentaires? Je crois qu'on a à peu près fait le tour pour ce soir. Donc, on va remercier Dan. Oui. On va avoir une partie peut-être conclusive sur les, transition sur les campagnes qu'on mène dans le cadre du réseau européen et en particulier de sa partie française et en particulier la question de la défense du camarade capturé par les Russes et emprisonné, Maxime Boukevitch. Mais donc, on va remercier tout le monde d'avoir participé et posé les questions, d'être intervenu dans cette discussion et en particulier donc Dan Labotz qui a assuré la présentation et essayé de répondre à toutes les questions.